Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Mon invitée du jour est spécialiste en RSE, fondatrice et dirigeante d'Arborescence. Bonjour Christine. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, avant de parler de cette RSE dont on entend de plus en plus souvent parler, sans vraiment bien en comprendre les contours, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui travaillent dans les organisations entendent beaucoup RSE, et si on s'amuse à leur demander mais qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup ne le savent pas. Est-ce que tu peux te présenter, toi, tout d'abord, et un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à créer ce cabinet Arborescence, et puis nous parler aussi d'Arborescence. D'accord. Alors, moi, je suis Christine Morin, ou Christine Morin-Estève. Champenoise d'origine, 52 ans, arrivée en Lorraine il y a une 30aine d'années pour les études. Juriste de formation, avec une passion pour le droit pénal et la science criminelle. Donc les Agatha Christie, etc. quand j'étais gamine. Et puis j'ai compris après pourquoi le droit pénal et la science criminelle, parce que l'humain au cœur et surtout les aspects prévention. Donc j'ai fait mon mémoire, on parlait de DEA à l'époque, et ensuite mon doctorat sur la délinquance juvénile et surtout la manière de prévenir. Parce que je m'étais attaquée à la question de l'impératif de proximité pour prévenir la délinquance des jeunes. Ce qui m'avait donné l'envie d'être juge des enfants, je pense qu'à ce moment-là, j'y voyais plus une super assistante sociale qu'un magistrat qui avait aussi la casquette sanction. Et j'étais peut-être un peu moins prête à cela, en tout cas... cette appétence que j'avais pour l'humain m'avait d'abord fait dire qu'il fallait que j'attrape les voleurs. Alors ça c'est rigolo, peut-être mes parents me l'ont aussi beaucoup raconté, mais je voyais des gendarmes, je voyais des policiers, je voulais faire leur métier parce que je trouvais pas normal que des gens volent, détruisent, etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert la fonction de magistrat parce que j'ai un profil fac de droit 100%. Et la fonction de magistrat, sous l'angle de la délinquance juvénile et de sa prévention, ça me plaisait bien. Tu es destiné à être juge des enfants ? Juge des enfants, voilà, c'est ça. D'accord. Donc j'ai fait des stages auprès même de juges d'application des peines. Jusque-là, c'était toujours j'avais l'impression que c'était un peu une destinée pour moi, jusqu'au moment où je me suis engagée dans un doctorat. De droit pénal et de sciences criminelles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut manger, il faut gagner sa vie, parce qu'un doctorat, ça rapporte pas ou peu. Et là, on m'a proposé de faire des enseignements. Des enseignements à la fac de droit. Donc là, pour moi, j'étais sur mon terrain, on va dire, et aussi dans une école de commerce. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis presque sentie punie, pour tout dire, mais je vais très vite après expliquer qu'en fait, c'était plutôt une énorme chance. D'accord. Oui, tu considères en fait le fait de diriger vers l'enseignement comme une chance plutôt, en fait, c'est ça ? L'enseignement, une chance par la rencontre et par la transmission et la transformation. C'est absolument formidable. Et j'avoue qu'être entrée dans une école de management ou école de commerce, ça a été une révélation pour moi. Parce que, et c'est pas à toi que je l'apprendrai, nos étudiants en école de management on cherche à en faire de très bons techniciens. Et on cherche surtout à en faire de très bons managers, donc des beaux humains. Et pour faire cela, on leur propose des tas d'expériences de terrain et notamment des séminaires. Et moi, j'ai toujours eu la conviction que tout ce qu'on faisait vivre à nos étudiants en dehors des cours, on était éclaboussés par ça aussi. On en profitait aussi. Et donc, je pense qu'à partir de là, je me suis développée autant qu'eux. Voilà, sur le plan personnel. C'est intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, beaucoup de personnes ont un peu une vision, quand ils ne connaissent pas l'intérieur des écoles de management, un peu une vision de
peut-être sans doute déformé, à tort ou à raison d'ailleurs, du cliché un peu peut-être des années 70 sur les étudiants tels qu'ils peuvent sortir. Et toi, tu donnes en fait, tu y as vu tout de suite autre chose en fait. Quand tu dis on cherche à en faire d'abord des humains, donc c'est les valeurs qui en tous les cas dans ton enseignement, et bien sûr tu as un long parcours en école de commerce qui ont prévalu chez toi en fait. Oui, complètement. Et l'humain aussi entre nous, parce que l'équipe dans une école de commerce, en tout cas celle dans laquelle j'ai enseigné pendant plus de 25 ans, elle est très soudée. Il y a beaucoup d'entraide entre nous, il y a vraiment un accueil des nouveaux enseignants, des échanges, et nos étudiants, on était très proches, enfin j'étais, donc puisque je suis sortie de cette école, j'en parlerai tout à l'heure, on est très proche de nos étudiants, ça c'est, on est renommé pour ça, parce que devenir un manager responsable, ça se fait pas à distance. Il faut qu'à un moment donné, lui, il ait la preuve par les faits que c'est dans la relation avec l'autre qu'on devient meilleur. Voilà. Alors, à quel moment tu as regretté le fait de ne pas être magistrat, finalement l'endroit où tu te destinais, parce que tu as fait toutes tes études là-dessus? Non. Non, très sincèrement, je n'ai jamais regretté. Ben non, c'est-à-dire que je m'imaginais être bien dans la fonction de magistrat, et j'ai pu vérifier sur le terrain que j'étais extraordinairement bien dans cette école. Donc, j'ai jamais regretté. Finalement, pourquoi aller voir ailleurs? J'aurais eu la possibilité, par d'autres types de concours, de postuler, d'être intégré, j'en sais rien, mais de postuler, je ne l'ai pas fait. Si on revient un peu en arrière, tu l'as évoqué très rapidement, est-ce que c'est la littérature? Tu parlais de tes parents, mais est-ce que c'est la littérature qui t'a amené vers le droit pénal? Tu parlais d'Agatha Christie. Oui. Le fait je crois que ce qui m'interpelle encore maintenant. Tant enfant, je veux dire, te destiner vers là, c'est pas forcément naturel finalement. On se dit pas quand on est enfant, tiens, je ferais bien un DEA en droit pénal. Non, mais par contre, je me suis dit très jeune, et j'ai l'impression de revoir le moment, je voyais le gardien de la paix et je disais, je veux faire comme lui. Bon, je devais avoir 8 ans, j'en sais rien, mais dans le sens où je trouvais noble sa fonction, l'idée de justice, en fait, et je l'ai retrouvée après. Dans mon métier, cette idée de justice et d'égalité des chances, ça me plaisait. C'était les valeurs, je mettais pas ces mots-là, bien sûr, dessus quand j'avais cet âge-là, mais c'était les valeurs qui me transportaient. Je vais confier quelque chose au micro et donc à Laurent, c'est que quand je voyais à la télévision des scènes de jeunes enfants qui avaient pu subir des blessures graves ou qui avaient très faim, etc., je pleurais devant la télévision. Or, je ne suis certainement pas la seule à ça, mais ça me semblait tellement injuste. Non pas d'être née là, sur ce territoire, dans ce pays qui m'a donné beaucoup, mais que d'autres ne pouvaient pas être traités de la même façon, vraiment. Donc je pense que ça a cultivé en moi ces valeurs de justice, beaucoup, de partage. Par exemple, je le redirais peut-être pour mon entreprise Arborescence, mais c'est vrai que je suis intégrée et je me suis intégrée. J'ai un peu forcé les portes, mais j'ai été plutôt bien accueillie dans pas mal de réseaux, parce que pour moi, il n'est pas possible de travailler seule. Donc je suis bien sûr seule à la maison parfois, et je dirais tout à l'heure, pour rédiger des choses, etc. Et ça, c'est absolument nécessaire, c'est ce que je faisais à l'école aussi. Mais l'idée, c'est vraiment l'équipe, c'est le côté collaboratif. Moi, c'est ce qui me plaît. Donc dans cette école, alors là, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et aujourd'hui, pour aller au bout de ma passion, qui est l'accompagnement, et plus particulièrement des entreprises vers la RSE, tu me diras quand je décrirai ce que c'est que la RSE. Il n'y a pas de souci, c'est le thème du jour. Voilà, donc voilà, on va y venir. En fait, très vite, très vite, peut-être pas tant que ça, mais j'ai fait un lien entre ce que j'avais découvert comme étant une évidence. Je ne voulais plus faire que de la RSE, et finalement, cette idée de justice et de partage que je ressentais quand j'étais gamine. La RSE, l'acronyme, c'est Responsabilité sociétale des entreprises, qui existe depuis des décennies, que ce soit sous l'angle de l'entreprise paternaliste ou autre, à l'américaine ou à la française. Mais bon, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner tout type de structure.
Ça peut être des entreprises privées, publiques, associatives également, à but lucratif, sans but lucratif. Les accompagner vers quoi? Vers une véritable transformation de leur modèle économique. Modèle économique parce que l'économie, oui. Je ne parle pas de philanthropie, même si les entreprises peuvent en faire, et ça c'est très bien, c'est un acte de RSE. Je parle de transformation sociale, sociétale, écologique et économique pour impacter positivement les êtres vivants et la planète. Ouais, c'est là où j'avais l'intention de venir un petit peu plus tard, mais finalement, tu pars du postulat qu'on peut avoir de la rentabilité économique à une époque de compétitivité. L'entreprise qui va qui va mettre au cœur, en tous les cas, qui va avoir une démarche RSE et développement durable, parce que tu insistes aussi beaucoup là-dessus, peut aussi être une entreprise qui fait des profits et qui est performante économiquement. Tout à fait. D'accord. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la responsabilité sociétale, qu'on appelle aussi aujourd'hui l'engagement responsable, qu'on appelle aussi l'impact responsable, et la rentabilité. D'abord, faire vivre une entreprise, la faire durer dans le temps. Donc pour ça, il faut de l'argent. Il faut créer de la richesse. Voilà. Et en même temps, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est pas dans un second temps, si on a le temps, si on a l'argent, en même temps, penser chacune de nos décisions et chacun de nos actes dans le respect des enjeux socio-sociétaux et écologiques. Alors comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Oui, parce que on est ici entouré de beaucoup d'entreprises. Et je ne vais pas m'amuser à faire un tour des entreprises. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment elles le prendraient, mais je peux imaginer que beaucoup n'ont pas, au moment où elles ont créé leur entreprise ou au moment où elles ont racheté cette entreprise, n'ont pas forcément eu l'idée de mettre en place ce type de démarche, ou ce n'est pas la première chose qui leur vient. On va parler besoin en fonds de roulement, on va parler, bien sûr, budget prévisionnel, compte d'exploitation, mais on ne parle pas de RSE initialement. C'est vrai que dans un premier temps, que ce soit en création ou en reprise, ou bien intrinsèquement, le porteur ou la porteuse de projet a ses valeurs en elle ou en lui, et dans ce cas, tout son modèle, toute sa stratégie sera empreinte de tout cela. Et là, peut-être que cette personne cherchera à être un peu accompagnée pour structurer davantage ou aller plus loin ou devenir une entreprise à mission, comme le permet la loi Pacte maintenant de 2019. Ou bien, en effet, le créateur ou le porteur ou le repreneur va, comme tu dis, penser d'abord chiffres et même peut-être que cela, jusqu'à ce que, par exemple, cette personne rencontre des difficultés de recrutement. Et là, se dirigeant vers, je ne sais pas, sa CCI, sa chambre des métiers, peu importe, son réseau d'entreprises, là, on va lui démontrer que la RSE peut, par exemple, fidéliser le personnel, rendre le personnel beaucoup plus ouvert au changement. Le personnel va être beaucoup plus dans l'entraide et la collaboration. Pourquoi? Parce que la direction générale, la gouvernance de manière générale, aura pris soin dans un premier temps de repenser son modèle économique avec du sens. Et qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Le matin, on se lève parce que on a peut-être une mission, on l'appelle pas tous comme ça, on a un objectif, on a quelquefois une utopie. Mais c'est pas grave, j'y reviendrai. L'utopie, c'est pas un gros mot. C'est juste le fait de se donner un cap. On sait peut-être très bien qu'on n'arrivera jamais à atteindre ce cap. Mais ce qui compte pour moi, c'est d'avoir les pieds sur ce chemin de ce cap que l'on s'est fixé. Voilà, ne pas dépasser de ce chemin, aller plus ou moins vite. Ça va dépendre des périodes de vie, des contextes, etc. Mais pour moi, c'est ce qui est important. Donc en effet, c'est compatible parce que donc on était sur la deuxième catégorie de créateurs ou de repreneurs qui n'imagine pas et qui va se rendre compte qu'il a du mal à recruter. On va aussi pouvoir lui démontrer qu'un bon esprit d'entreprise, une bonne culture d'entreprise, avec les idées de confiance, de reconnaissance, d'empathie, d'estime, de respect, eh bien ça va permettre de faire connaître cette entreprise comme une entreprise humaniste et bienveillante. Et regardez la nouvelle génération. La nouvelle génération, si elle ne trouve pas de sens dans la mission, si elle ne trouve pas d'équilibre, alors entre sa vie privée et sa vie personnelle, mais en tous les cas, quelque chose qui le matin va l'aider à trouver du sens, quelquefois dans un acte un peu répétitif même, cette personne
ne tiendra pas dans l'entreprise, d'où le turnover parfois très élevé de certaines structures. Et puis, aux purs capitalistes, on pourra dire, autre argument, que selon les études de France Stratégie, 2016 et 2019, une entreprise qui s'engage en RSE en direction de la défense des droits de l'homme et de l'environnement peut gagner jusqu'à 13% de valeur par an. Ça a été chiffré et des études académiques le montrent également. Oui. Il y a même alors, pour les grandes entreprises, il y a même des incitations là-dessus et la valorisation boursière va en tenir compte, et y compris certains titres où on va prendre ces paramètres en considération, que ce soit développement durable ou bien sûr la RSE. Tout à fait, des appels d'offres également qui sont rédigés aujourd'hui avec des exigences RSE. Donc il faut aider l'artisan, le commerçant à comprendre également. Alors, est-ce que c'est un label? Parce que je sais que tu as beaucoup œuvré à ICN Business School, on va citer l'école puisque c'est là où nous sommes connus. Est-ce que tu as un label, est-ce qu'il y a un label qui existe RSE qui va montrer finalement, et comment obtient-on ce label quand on est une entreprise? On n'a encore pas parlé d'arborescence, mais on va y venir. Oui. Bah oui, parce qu'arborescence, c'est tout ça finalement. Ouais. Oui. Alors, il y a des labels, des évaluations, des certifications. Le terme varie en fonction de la manière dont on l'envisage. C'est-à-dire que, par exemple, puisque tu as dit, pour ICN, ce qu'on a développé, c'est l'évaluation engagée RSE. Donc, sur la base de l'ISO 26000. On connaît 9001, on connaît 14001, on connaît moins 26000. Je ne suis pas certain que nos auditeurs connaissent tout ça, mais bon. Très bien. Alors, en tout cas, voilà, ISO 26000, l'organisme de certification internationale, 26000 pour indiquer en fait la norme qui donne, propose, recommande, puisque c'est une démarche volontaire, les lignes directrices en faveur de la responsabilité sociétale de toutes les organisations. Voilà l'objectif. Et donc, l'objectif, c'est donc d'obtenir cette norme ISO. C'est d'obtenir au moins une des 3 étoiles, puisque c'est une démarche d'amélioration continue et que sur le premier audit, on peut obtenir une étoile ou pas. Et puis 3 ans après, la 2e étoile ou pas, et ainsi de suite. Voilà, je voulais distinguer ça de labels, comme le label Lucie ou le label Bicorp étant américain, où là, il faut avoir un certain pourcentage de réponses considérées comme bonnes pour obtenir le label. Donc c'est juste un état d'esprit différent. D'accord. Et ça concerne toutes les entreprises, toutes les organisations? Toutes. D'accord, y compris la TPE qui peut aller dans ce type de démarche. Exactement. Ok, donc en fait, c'est une démarche qui peut être utile, tu le disais, dans les appels d'offres, mais aussi dans les discussions avec les partenaires publics ou autres, j'imagine. Tout à fait, puisque dans la commande publique, il y a justement des efforts qui sont faits et qui sont encore à faire pour faire que la commande publique fasse travailler les fournisseurs beaucoup plus locaux. Donc ça veut dire que ça doit devenir des critères incontournables et j'ai déjà vu même des artisans être dans l'incapacité de répondre à des clients en termes de RSE et qui de ce fait ont été blacklistés. De chez le client, carrément. Là, je parle de gros groupes, bien entendu. Bien sûr, j'ai bien compris. Mais on sent que la législation évolue. La législation européenne, en 2024, va imposer de nouvelles obligations en matière de RSE. Bon, pour les entreprises, je crois que c'est 250 salariés. Mais on voit bien que la France s'y est mise et la France est assez précurseur. Déjà 2010, etc. L'Europe, on va dire, est grandement inspirée par la législation française. Le devoir de vigilance a été initié par le député du Toulois, Dominique Potier, que j'ai rencontré pas plus tard qu'hier, parce que je trouve que c'est un monsieur extrêmement engagé, qui préserve les droits de l'homme à l'autre bout du monde, et ça m'importe aussi. D'accord. C'est comment est fabriquée la chemise que nous portons, comment sont fabriqués nos produits technologiques, comment sont fabriqués nos canapés. Ça fait beaucoup de questions, mais il faut s'amuser dans les magasins à poser la question. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, dans les points communs, au-delà d'ICN, qui est un de nos points communs, il y en a un autre qui est je crois que tu cites quelque part, alors je ne sais pas si c'est sur ton site ou ta page LinkedIn, qui est Gandhi. Et Gandhi, déjà, il y a 70 ans en arrière, s'intéressait de où étaient fabriquées les chemises que les Indiens portaient. Donc,
Je dis 70 ans, c'est peut-être même 80. Oui, c'est plus de 80 maintenant. Ça passe tellement vite. D'accord. Oui, et donc, effectivement, oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, d'ailleurs. Même en tant que consommateur, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même il y a une prise de conscience. Indice, Il y a un indice aussi, c'est acheter un t-shirt à 3 ou 4 euros. On peut se demander, quand on regarde l'étiquette et qu'on voit qu'il a été fait au Bangladesh, par exemple, on peut se dire qu'entre les frais de transport, les frais de tissu, l'impression, les couleurs, etc., voilà. Combien a touché la personne qui, au bout du monde, c'est ça. Voilà. Des fois, on paye des t-shirts beaucoup plus chers avec des marques dessus et qui doivent être, à mon point de vue, tu te dis où va l'argent. On est d'accord. D'où l'utilité, je pense, que le consommateur demande de plus en plus, demande à chaque fois dans les magasins. Bon, c'est quelque chose qui fait beaucoup rire ma fille, mais c'est vrai que je pose la question quasiment systématiquement. D'où viennent vos vêtements? Où ont-ils été fabriqués? Et 9 fois sur 10, les gens ne savent pas. Non. Forcément, ils vont peut-être regarder l'étiquette pour savoir du coup. Voilà, c'est ça. Alors après, je ne dis pas que tout ce qui est fabriqué au bout du monde ne crée pas de la richesse. Au bout du monde, on sait très bien que il y a de grosses inégalités salariales, il y a de grosses inégalités d'espérance de vie partout dans le monde, liées bien sûr à des conditions santé, hygiène très différentes. Et si le t-shirt que nous achetons à Nancy ou en France permet à l'autre bout du monde à un enfant d'aller à l'école, à ses parents de travailler, tant l'homme que la femme que l'homme, pour manger correctement par jour, pour manger correctement chaque jour, je crois que c'est-à-dire au moins 2 fois par jour de manière suffisante, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, il y a un peu de carbone. Mais on va trouver, on est en train de décarboner l'aviation, il y a les bateaux, etc. Je pense que c'est important, on n'est pas, quand on parle d'anti-mondialisation, etc., je crois qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Un grand protectionnisme, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que oui, alors nous, on va manger à notre faim, on va s'habiller, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, parce qu'il faudrait que le textile revienne en France. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants qui, au bout du monde, meurent de faim ou travaillent dans des conditions abominables? Non, favorisons le commerce équitable. D'accord. C'était venu, alors, tu es quelqu'un passionné, une entrepreneur, tu viens de créer ton entreprise, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler, je te promets qu'on va y venir. D'où est venue finalement cette envie de t'investir dans ce sujet parce que finalement tes études de droit, ton côté prof finalement et enseignante, quand bien même tu t'intéresses forcément aux jeunes que tu accompagnes, que tu formes, ça t'est venu d'où ça? Si tu d'aussi loin que tu puisses parce que ça fait déjà quelques années que tu t'intéresses à la chose. Ça fait 11 ans que j'étais responsable depuis 11 ans du département développement durable et RSE, et je pense que ça faisait bien 15 ans qu'on avait déjà fait des cours sur éthique et gouvernance, droit aussi et éthique. Mais en fait, tu es venu par l'éthique, c'est-à-dire en commençant à travailler sur l'éthique et les valeurs, et il y a un cheminement qui s'est fait logiquement. Et j'y suis venue par des choses qu'on m'apportait sans que je demande. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais par exemple, je me souviens qu'à l'époque de casier que nous avions à l'école, il y avait l'UNICEF qui envoyait un petit mot à l'école pour dire « vous voulez être partenaire », où il y avait les restos du cœur, et je retrouvais ça dans mon casier. Donc je devais, sans m'en rendre compte, dire des choses ou, je ne sais pas, prendre des positions ou... Si je dis incarner, je trouve ça un peu prétentieux, alors c'est pour ça que je n'ose pas le dire, mais je ne sais pas véritablement pourquoi. Et ma curiosité associée à toutes ces informations qu'on me donnait, et puis j'avais un côté, même à l'école, on me disait, quand j'étais toute petite, que j'étais, alors là, il n'y a que les gens de nos âges qui vont comprendre ce que je dis, j'étais la mini Grégoire. Allez. Je confirme que les moins de 50 ans, vous allez avoir du mal avec. Bon, c'était une personne à la radio à laquelle les gens se confiaient, qui les accompagnait dans leurs problématiques. Une capacité d'écoute innée, je ne sais pas, assez importante. Moi, je suis toujours très frustrée dans les cocktails ou les repas par rapport aux gens qui s'expriment et qu'on coupe. Et voilà, j'aime que les gens aient le temps de s'exprimer. D'accord.
Et ça te frustre pas en tant que passionné que tu es finalement d'écouter les gens comme ça. En fait, t'es peut-être passionné par l'écoute, en fait, c'est ça? Ben, je crois. Ouais. Je crois. Ouais. Ah non, je ne suis pas frustrée d'écouter. Alors derrière, je vais intervenir aussi. Je ne suis pas, j'ai pas fait vœu de silence. Et essayer de mentorer. Hein, parce que finalement, tu parles de ça avec beaucoup de passion. Et si je regarde bien, tu as aussi créé ou co-créé, me semble-t-il, Estelle Exécutif, qui s'occupe finalement du développement des cadres au féminin, je vais mettre entre guillemets, donc une belle association. Puis tu as lancé ton affaire, donc ça aussi, ça démarque un certain engagement. Tu t'es lancé dans la RSE, c'est un sujet que tu connais maintenant, que tu maîtrises, tu parles parfaitement bien du développement durable. Et à côté de ça, tu as cette capacité, tu viens de me le dire, d'écouter beaucoup, donc c'est pas antinomique, il n'y a pas de problème là-dessus, mais souvent les gens passionnés, ils ont tendance, on échangeait tout à l'heure en avant-propos tous les deux sur des personnes qui ont tendance avec passion à parler de leurs choses, et on a un peu de mal quelquefois à les arrêter, parce qu'effectivement, ils parlent, on a quelquefois un peu de mal à les arrêter. Mais toi, c'est l'inverse, tu dis, moi je suis un peu frustré quand j'arrive pas à écouter les personnes jusqu'au bout, c'est ça en fait? Ou quand on les interrompt parce que c'est la fin du discours, c'est ça en fait. Coupe. Alors je parle de cercles familiaux, amicaux, etc. Je parle pas parfois de débats à la télévision qui n'ont ni queue ni tête et qu'il vaut mieux couper. Mais je pense que la plupart des gens ont des choses très intéressantes à dire et que je trouve que dans cette société, peut-être parce qu'elle va vite, j'en sais rien, mais on demande aux gens, alors c'est peut-être aussi ça que j'ai appris à faire, c'est-à-dire une fois que j'ai écouté, j'essaie de synthétiser mes propos parce que je n'ai pas toujours été synthétique et aujourd'hui, moi qui ai créé mon entreprise et qui dois faire des pitchs ou quelque chose qui ressemble à ça, les premiers temps, me disaient « Christine, tu es un petit peu longue ». Donc j'ai peut-être aussi appris à... Travailler ton élévateur pitch, en fait. Ouais. Alors, venons à Arborescence, en fait. Et tu es maintenant parti dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est admirable. Et en même temps, vu de l'extérieur, on se dit, waouh, 25 ans d'enseignement, des années finalement de travail dans le droit, mais aussi dans la passion d'enseigner. Et maintenant, ça y est, elle se lance dans l'entrepreneuriat. Et je peux imaginer combien de personnes aimeraient passer le pas et ne le font pas. Comment ça s'est passé? Et puis, vas-y, est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que tu as eu de l'appréhension? Est-ce que c'était une évidence pour toi? Alors, ça faisait quelques années, donc là j'ai débuté au printemps 2021, ça faisait quelques années que j'y pensais chaque été. Pourquoi? Parce que dans une école foisonnante comme ICN, j'avais le temps de penser à moi peut-être plus sur l'été qu'à un autre moment. Ouais, c'est le mois d'août, à part ça, t'as pas trop le temps. Bon, c'est une école passionnante où moi j'y ai appris énormément de choses, donc déjà voilà, ça me permet aujourd'hui de les mettre encore plus en application que ce que j'ai fait. Je côtoyais beaucoup d'entreprises, ça me permet aujourd'hui d'être en contact direct avec elles. J'accompagnais beaucoup les étudiants. Ça me permet aujourd'hui de parler plus d'accompagnement que de consulting ou de consultant. Un mot, j'avoue, qui pour moi ne révèle pas complètement ce que j'ai envie de faire avec les entreprises. Quand je dis entreprise, entendons-nous, c'est pour aller vite. C'est tout type d'organisation publique, privée, etc. Donc il y a quand même plein de points communs. En tous les cas, il y a eu plein d'éléments facilitateurs. Et puis peut-être comme beaucoup de monde, Covid, télétravail, on est plus seul chez soi, on se dit tiens finalement c'est possible, puisque moi j'étais beaucoup dans mon bureau à l'école, ce qui permettait aux étudiants de venir frapper régulièrement et c'était mon oxygène vraiment, les étudiants, les collègues, voilà. La relation humaine quoi. Donc oui, vraiment la relation humaine, le comité de pilotage que je dirigeais sur ces questions-là avec des gens volontaires des différents services de l'école. Donc aujourd'hui, j'ai choisi avec Arborescence de fonctionner en guichet unique pour retrouver un peu cette idée. C'est-à-dire que le guichet unique, la porte d'entrée dans l'entreprise, alors déjà à moi de la trouver bien entendu, mais ensuite le ou la chef d'entreprise s'adresse à Arborescence. Arborescence va fournir une prestation
avec par exemple redéfinition de la mission, de la vision, des valeurs, de la raison d'être, construire une politique RSE, choisir ses indicateurs, etc. Et si à un moment donné, j'ai une demande très technique, par exemple, analyse du cycle de vie parce que je suis sur une industrie, je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas m'imaginer ou je ne vais pas m'inventer spécialiste de cela. Alors, j'ai cherché des partenaires. Pour l'instant, j'ai des partenaires qui sont des amis, c'est-à-dire des personnes de confiance à qui je peux m'adresser rapidement et qui, je sais, satisferont rapidement l'entreprise. Mais là, par exemple, je t'ai dit tout à l'heure, j'étais sur Metz, j'ai rencontré une structure qui m'a dit « Je vous propose que nous devenions partenaires parce que véritablement, nous sommes très complémentaires. » Voilà ce que je recherche. Et ce que j'aimerais à terme, c'est qu'Arborescence crée de l'emploi. J'aimerais, je trouve que c'est une des plus belles choses de la vie professionnelle, permettre à quelqu'un d'accomplir sa mission. Alors, pour tout vous dire, j'ai été flattée la semaine dernière, une personne m'a appelée pour me dire « Est-ce que tu recrutes ?» Donc c'est un peu tôt, mais j'étais tellement contente que cette personne qui a lu 2-3 choses me dise « Moi, c'est sûr, je veux travailler en RSE. Je veux aider à cette transformation de l'entreprise. » Et c'est une jeune femme, elle a 35 ans. Donc voilà, c'est tout ce réseau que je suis en train de constituer. Peut-être je resterai en partenaire, comme je l'ai dit. Peut-être j'emploierai à un moment donné des collaborateurs ou je m'associerai. Ça me plairait aussi beaucoup. En tous les cas, créer une vraie équipe pour répondre à l'ensemble des problématiques des entreprises. Ça, oui. Ça veut dire, en fait, alors, Arborescence, c'est en 2 mots. Hein, donc, même 3. Enfin, il y a l'esperluette au milieu. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Ah oui, ça y est, il est là, oui, je l'ai sous les yeux. Oui, en 3. Donc, ça t'est venu comment, ça ? Ah, alors ça, c'est grâce à la famille. D'accord. Ah oui, parce qu'on a fait un brainstorming familial. Ah, d'accord. Et il voyait bien que la RSE, ça foisonnait. Hein, la RSE foisonne. Et d'ailleurs, pour les personnes qui verront mon logo, ce logo, c'est un feu d'artifice avec des couleurs très vives. Et j'ai envie de le dire à cette antenne, inspiré d'une amie qui est artiste peintre, que tu connais aussi, Laurent, qui s'appelle Vera Ivanage. Qu'on salue et qui a, quand j'ai vu ce tableau sur Facebook qui s'appelle « Qui suis-je » avec cette explosion de couleurs et ce visage un peu en arrière-plan, c'est-à-dire ce qui comptait, c'était le foisonnement, les idées, les équipes, etc. Oh, je me suis dit... C'est ma recherche du moment, et ma graphiste a dit « Ok ». Ça deviendra le logo, je m'y emploie. D'accord. Bon, donc, et arborescence, pourquoi ? Parce qu'une arborescence, si on tape ça sur un moteur de recherche, on va voir que c'est l'histoire d'un arbre finalement, une sorte de tronc qui ensuite part en branches multiples, puis en feuillage, pour montrer quoi ? Que d'une problématique, eh bien, on arrive à démultiplier les idées, tous unis et allant dans la même direction, la direction du ciel, la direction de cette utopie dont on parlait tout à l'heure, qu'on n'atteindra pas, parce que le ciel, l'arbre l'atteindra pas, mais il s'enrichira chaque jour. Tend vers le ciel, Il tend vers, voilà, c'est ça. Des arbres là en face. Voilà. Exactement. Donc c'est l'arbre arbore, le sens. D'accord. Alors, quelles sont tes missions dans les organisations ? Et parce que je pense qu'on a aussi des auditeurs entrepreneurs qui sont, je pense pas, je le sais, donc qui peuvent aussi être intéressés par cette démarche RSE, notamment par rapport à l'horizon 2024 ou d'autres, hein, bien sûr. Comment tu interviens dans les organisations ? On a parlé tout à l'heure ISO, mais on a parlé aussi label. Oui. L'organisation fait appel à toi pour les accompagner un peu dans ce domaine. C'est ça. En partant, je dirais, de presque tous les sujets. Puis tu as une grande expérience que tu as fait déjà avec ICN d'ailleurs, en fait. Oui. Hein. Oui. Sur les labels et puis sur l'accompagnement, puisqu'on avait rédigé des politiques RSE pour des entreprises. Hein, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, je peux citer plusieurs exemples, en fait, par rapport à des entreprises qui m'ont saisi. Une entreprise du secteur toulois me dit la dernière fois, voilà, je ne pense pas être complètement raccord avec la sécurité de mes personnels.
J'ai besoin d'EPI, alors c'est pour moi qui vais vendre les EPI, bien entendu, les équipements de protection individuelle, pardon. Et je pense qu'en termes de sécurité, la sécurité, c'est un des points de la RSE absolument essentiel. C'est le point numéro 1 dans beaucoup de grandes organisations industrielles. Exactement. Cette même personne me dit, il y a de l'huile dans mes moteurs et j'avoue que je ne sais pas trop, je ne donnerai pas le nom de cette entreprise parce que je le donnerai quand j'aurai engager les vraies démarches parce que c'est quelqu'un qui se questionne. Donc la question de l'huile, on touche l'environnement. Et puis cette personne me dit au niveau ressources humaines, j'ai besoin de me restructurer. Eh bien, parce que j'avais certes une facilité de discussion avec cette personne, par ces 3 aspects-là, je peux rentrer chez elle, donc faire un audit, puisqu'on va commencer par faire un audit, c'est-à-dire d'abord valoriser toutes ces bonnes pratiques en matière sociale, en matière environnementale, de lien avec le territoire, d'achat, des droits de l'homme dont on a parlé tout à l'heure. Il y a la RSE, c'est les 7 fameuses grandes thématiques de l'ISO 26000, mais je suis pas là pour faire pas trop court. Technique. Voilà, c'est ça. Tu peux rappeler quelques grandes valeurs, hein, c'est intéressant aussi. Avec des exigences, voilà, justement, la RSE, c'est justement la transparence, la redevabilité. Donc cette entreprise, elle a l'humilité de dire, je sais que je suis pas bon sur ma sécurité, la sécurité de mes personnels. Je sais que je ne suis pas bon sur l'environnement à cause de mes huiles. Et au niveau ressources humaines, c'est un peu le bazar. D'ailleurs, quand j'essaie d'obtenir un document de lui, ça prend toujours des mois. Donc il y a des choses à améliorer, à structurer. Je peux donner un deuxième exemple, une école de l'enseignement supérieur, c'est peut-être pas complètement un hasard, m'a sollicité parce que elle cherchait à accroître son attractivité vis-à-vis d'un certain public. Et là, on s'est rendu compte en discutant avec les personnels, qui sont pas moins d'une vingtaine, que le cap stratégique n'était pas complètement fixé, que la mission était à redéfinir. Là, j'y suis entrée par la redéfinition de la mission, de la vision et des valeurs. Donc, voilà, une entreprise ensuite, éventuellement, je peux donner un autre exemple, elle sait qu'elle fait plein de choses en RSE, donc sur l'environnement, les déchets, la mobilité, le plan de déplacement interentreprise par exemple. Elle sait que sur le plan social, elle va par exemple faire de l'intéressement pour ses salariés. Elle sait qu'elle fait des choses dans chacun des domaines de la RSE, mais elle a envie de valoriser ces bonnes pratiques et même plus loin que valoriser, elle a envie de labelliser pour être, en termes de communication, vue, et c'est normal quand on fait les choses bien, on a envie de le faire savoir. Donc là, je vais pouvoir non pas la labelliser, parce que moi je n'ai pas, pour le moment. Compris, c'est préparer le dossier pour aller vers le label, qui permettra après d'avoir une communication et qui effectivement pourra être un levier pour développer aussi les affaires. Tout à fait. Ouais, alors, j'ai lu quelque part que tu disais que tu avais cultivé, tu aimais cultiver tout ce qui est positif, et tu parles de bibliothérapie. Alors ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est la bibliothérapie? Alors, j'ai une petite idée, mais j'aimerais bien que tu nous en parles de cette bibliothérapie. La bibliothérapie, alors les copines doivent être au courant parce que elles m'offrent des ouvrages sur la confiance en soi ou ce genre de choses, de Christophe André. On en a plein l'armoire ici. En fait, c'est l'idée, voilà, de aller suivre des séminaires avec des professionnels, c'est bien. Prendre des moments de pause, sans forcément parler de méditation chez soi, mais pourquoi pas d'ailleurs. Et surtout lire. Donc les ouvrages, Frédéric Lenoir, Christophe André, etc., les masterclass de Christophe André sur la méditation, ce genre de choses, ça me fait un bien fou. Et j'ai découvert ça petit à petit. C'est question de bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien dans son ventre, je dirais les choses comme ça, avec un véritable alignement. Oui, parce que tout ça, c'est une démarche globale chez toi, en fait. Oui. Tu as des rituels, tu peux nous en parler un petit peu? Pas tant que ça. Des rituels, pas tant que ça. On va dire que grâce à Estelle Exécutive, j'ai eu un bel article la dernière fois où j'ai pu dire que je me remettais au sport, justement, et voilà, donc je ne sais pas des grandes prouesses du tout, hein, mais ce dont j'ai besoin, c'est de regarder au loin. D'accord. Oui. Regarder au loin, et là où j'habite, je peux regarder au loin. D'accord. Me poser, mais regarder au loin. Mais alors la bibliothérapie, ça veut dire que tu lis beaucoup? Oui, ou c'est... mais de tout.
La bibliothérapie, oui. Alors, et puis alors moi, avec un livre... Je ne connaissais pas cette thérapie. Oui, c'est vrai. J'ai découvert la bibliothérapie. Ou alors thérapie, je ne sais pas. Mais j'avoue que quand certains soirs, la journée a été plus difficile qu'une autre, puisque voilà, en tant que jeune chef d'entreprise, par moment, je suis contente d'avoir la famille et je suis contente d'avoir mes livres. Je reprends un passage ou deux simplement d'un ouvrage de ce type-là et je me rends compte que ceux que tu as crayonnés, etc. Moi, c'est parce que j'écris beaucoup sur mes bouquins. Oui. Et ça remet les pendules à l'heure. D'accord. Je sais que j'ai les ressources en moi. Il n'y a aucun problème. Je les ai, il faut juste que j'en ai conscience. D'accord. Et tu lis beaucoup ? Ah ben, je lis tous les jours. Alors, pas forcément que du développement personnel. Hein. D'accord. Il est possible que tu me demandes si je recommande un ouvrage. Je vois que tu es une habituée de l'émission. Donc. Bien sûr, tu n'y échapperas pas. Ouais. Donc là, je recommanderais ce qui est... C'est vu comme un roman, mais c'est bien plus que ça. D'accord. D'accord. En termes de développement personnel, donc tu t'y es intéressé. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Bon, je vais le dire à l'antenne. Ce qui a été un déclencheur, c'est une grave maladie. Une grave maladie où je me suis rendu compte en écoutant David Servan-Schreiber que si je changeais pas un certain nombre de choses dans ma vie, le risque était la récidive et le fait de priver les enfants de leur maman, quoi, tout simplement. Donc ça, il n'en était pas question. David Servan-Schreiber a été très inspirant pour moi. J'ai eu la chance de le voir à la mairie de Nancy au moment où j'ai eu ces difficultés-là, qui sont vraiment derrière moi, et ça fait maintenant 14 ans. Et là, j'ai changé des choses dans ma vie, sur le plan nutritionnel, même si, comme tout le monde, on fait un petit passage dans les fast-foods de temps en temps, hein, et c'est pas interdit non plus, mais bon, sur le plan du coup de l'esprit, un petit peu, sur le plan de sportif, mais là encore, c'est pas complètement régulier. Je suis pas une dogmatique ou quelque chose comme ça. Je ne le pense pas, ni pour ma vie, ni dans mon métier. J'ai des convictions. J'essaie de les faire passer. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, en tout cas, m'a permis aujourd'hui d'être en super santé. Aucune récidive, alors que j'ai quand même un passé familial lourd. Donc, je pense que ce qu'il préconisait, David Servan-Schreiber, avait vraiment des vrais fondements scientifiques, j'entends. Il l'était, hein, scientifique. Oui, c'est un scientifique. Voilà, donc c'est là que tout a débuté. Et puis, des rencontres également. Des rencontres avec... des amis qui avaient une religion que je n'ai jamais adoptée. Mais j'en ai tiré des principes de vie. C'est-à-dire, tu veux bien nous en toucher un mot ? Oui, une religion très humaniste. D'accord. Où tu entends religion au sens premier du terme ou plutôt une philosophie ? C'était une religion. D'accord. C'est une religion. Okay. Je n'ai jamais. J'y allais vraiment pour échanger avec eux sur la manière de voir la vie et surtout de voir la manière dont on voulait faire de nos enfants des adultes avec tout plein de qualités. Donc nous travaillons régulièrement, je mets bien l'imparfait, nous travaillons régulièrement les qualités que nous voulions développer chez les enfants. Voilà, sans aucune connotation religieuse, mais c'était issu de leur religion. Donc moi, je n'ai jamais intégré aucune religion, mais c'est comme en politique. Hein, moi, je trouve qu'il y a du bon à prendre à droite comme à gauche. Dans les religions, c'est la même chose. Moi, voilà, mes principes de vie sont simplement sans être quelqu'un de parfait, bien entendu, mais j'essaie d'être serviable, un peu généreuse. Enfin. Profondément humaniste. Humaniste, oui. Et de faire passer cela à mes enfants, bien entendu. Alors, j'ai pas précisé que j'avais 2 enfants et je voudrais les mentionner. Ils sont juste extraordinaires. Clément et Alice. Et par mon conjoint, j'ai 2 enfants de plus, Elisa et Nina. Une belle famille recomposée. J'aime beaucoup aussi. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de ton cabinet, et tu avais une vision aussi de ce cabinet et de ton travail dans la société. La tendance pour toi, c'est quoi ? Alors pas sur Arborescence finalement, mais tu ressens une prise de conscience aussi bien sur la partie, tu parlais sécurité, c'est clair, de toute manière maintenant c'est une obligation et toutes les entreprises, dans lesquelles je peux aller, c'est
naturellement l'item numéro 1. Avant la prod, il faut vraiment que tout le monde soit en sécurité. L'environnement, ça, on commence vraiment à en entendre parler, avec une vraie prise de conscience écologique. Et tu sens une vraie tendance globale par rapport à ça. Tu sens ça bouge, qu'il y a vraiment de la demande ou au moins de l'intérêt. Je le ressens, et ce que je ressens, c'est que le pilier écologique du développement durable ou de la RSE, puisque moi je fais pas la différence entre les deux, le pilier écologique, il a été beaucoup plus conscientisé, on a même légiféré dessus bien plus précocement. Moi je dirais que en tout cas les aspects sociaux, je trouve, sont passés au deuxième plan pendant un petit moment. Là, ils sont en train de reprendre le dessus. C'est pas une histoire de d'abord écologie ou d'abord social, c'est pas du tout ça, puisque les deux sont complètement liés et qu'on ne peut pas parler d'écologie sans parler d'êtres humains, puisque c'est nous qui avons abîmé la planète. Ce sont bien les activités humaines, donc c'est par les mêmes humains que nous pourrons peut-être régler un certain nombre de difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Donc le pilier écologique par les tornades, les tsunamis, les tempêtes, les énormes... Ce que disait très bien Stéphane Brognard dans un épisode précédent, sa traversée de l'Atlantique, il a été pénalisé, il l'a traversé en 72 jours plutôt qu'en 45 jours parce que le Gulf Stream n'est plus tout à fait ce qu'il est, et avec les conséquences que l'on pourra mesurer. Et il parlait aussi beaucoup, pour son projet Pacifique, en particulier des réfugiés climatiques. Je renvoie à l'épisode de Stéphane, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Stéphane Brognard, il y a quelques semaines. Et oui, donc c'est clair, oui, on mesure déjà. On mesure déjà les bouleversements climatiques. C'est pas dans le futur. Alors nous, on est dans des régions tempérées, même si, on voit bien les différentes alertes météo orange, rouge qui arrivent, intempéries, et on l'a vu cet été avec ce qui s'est passé en Allemagne et en Belgique, et puis dans d'autres pays avec les inondations. Mais donc ça, c'est quelque chose, oui, bien sûr, et c'est pas dans le futur, c'est maintenant en fait. C'est maintenant, et sur le plan social, je ressens plus qu'un frémissement sur la question de l'épanouissement de l'individu au travail. Il y a toujours des gens qui ont travaillé dessus, et tu le sais bien entendu. Les entreprises construisent des politiques de QVT, de qualité de vie au travail. Il y a même des diplômes maintenant là-dessus. Voilà, exactement, ou de psychologie positive, de ce genre de choses. Ça, c'est un autre diplôme, mais à côté. C'est ça, c'est un autre diplôme, mais je pense que ça, pour certains managers, c'est... Aujourd'hui, l'information circule très vite. Donc aujourd'hui, une entreprise qui va avoir des manières de manager son personnel de manière peu humaine peut être immédiatement mise sur le devant de la scène, avoir on va dire une notoriété, une image très dégradée sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de pression sur les entreprises aujourd'hui, y compris celles médiatiques. Bien sûr, il y a toutes les autres, on l'a vécu avec la crise sanitaire, mais tu as raison, bien sûr, la pression médiatique est importante. Donc même si on a un ou une chef d'entreprise, pas forcément, et ils ne sont pas tous très motivés par ces questions-là, disons-le bien, et moi c'est vraiment là-dessus que je veux travailler, ils se sentent un petit peu obligés de le faire, Et surtout, ce que je veux faire comprendre, c'est que, comme on le disait en introduction, conditions de travail convenables, confortables, entraîne créativité du salarié, entraîne fidélisation du salarié, entraîne productivité du salarié, donc entraîne rentabilité de l'entreprise et durabilité de l'entreprise. D'accord. Tu formes les dirigeants et les managers, oui. On est d'accord. Oui. Comment ça se passe? Alors, moi, je sais ce qu'est le coaching, je sais ce qu'est la formation, mais dans ton domaine d'activité, parce que tu accompagnes les dirigeants, en quoi consiste ton travail alors? L'acronyme RSE ou l'entreprise à impact ou ce genre de choses n'est pas forcément connu de tout le monde. C'est ce qu'on disait au tout début de l'émission. Oui. J'ai vu un chiffre hier, je crois que c'est 8 à 10% des personnes en entreprise qui savent ce que c'est que la RSE. D'accord. Donc il reste encore beaucoup d'évangélisation à faire, sans aucune connotation. Religieuse, parce que vous l'avez bien compris, Christine ne fait pas de religion.
Ou je vais dire que ma religion, c'est la RSE, éventuellement. Ouais, c'est pas mal, ce qu'on a déjà pu me dire, je crois. J'étais sur la formation des dirigeants. Tu étais sur la formation. Donc, que c'est un des 3 piliers d'Arborescence. Tout à fait. C'est audit, formation, accompagnement. Voilà. Donc, la formation, en effet, alors là, je vais continuer. J'en fais aussi un petit peu avec les jeunes étudiants. Oui, j'ai vu les écoles d'ingénieurs, essentiellement les ingénieurs. Voilà. Très en bien. alternance principalement, ce qui fait qu'on va pouvoir ramener de la réalité de l'entreprise pour en discuter en cours. Ouais. Et puis, au niveau des entreprises, ça peut être la direction directement, ça peut être le conseil d'administration également. Ouais. Parce que pour fixer la stratégie, par exemple, parler des objectifs de développement durable de l'ONU, il faut avoir un minimum d'initiation. Beaucoup d'entreprises... Oui, parce que je sais aussi que tu fais des conférences aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'accord. Non, je t'ai un peu coupé, mais parce que tu donnes des informations et tant qu'à faire, ça m'est revenu. Je sais que tu fais aussi des conférences pour donner des informations. En fait, une conférence, une formation plus courte. Oui, c'est une sensibilisation. J'espère que Michel m'en voudra pas. La conférence, c'est un vrai métier à part entière. Voilà. C'est vrai. J'ai vu qu'il y avait des prix pour les meilleurs conférenciers. Absolument. J'ai eu le plaisir d'avoir un des 4 conférenciers en France qui ont eu ce prestigieux CSP. Donc voilà, j'espère avoir un autre bientôt. Voilà. Et cette conférence, notamment, là, je vais en faire au moins 2 sur le mois d'octobre. L'objectif, c'est justement de montrer que la RSE, c'est quelque chose d'abordable, c'est quelque chose qui peut mettre assez rapidement en valeur les bonnes pratiques. La RSE peut très vite redonner l'envie, le sens aux salariés. C'est tout ça que je veux montrer, que ce n'est pas une contrainte, que ce n'est pas un outil de torture, que ce n'est pas forcément cher. C'est tout ça que je veux faire passer, notamment. Quand tu dis c'est pas forcément cher, ça veut dire on a tous en tête. Nous, on a beaucoup travaillé sur Calliope, ça c'est pour les organismes de formation, bien sûr, et pour d'autres choses. Donc ça, on voit quand même, ça représente un petit peu de temps. Donc ça veut dire financièrement pas très cher, mais ça peut avoir un coût aussi de temps de réflexion. Tu parlais tout à l'heure de l'exemple que tu nous donnais, la personne qui a un peu de mal à transmettre ses documents parce que c'est un peu le bazar ou qui a des problèmes de pollution, même si ce n'est pas très grave et qu'il faut régler toujours dans le cadre de cette RSE, ça demande du temps, même si... Et puis des fois, ça peut aussi demander de l'argent, bien sûr. Alors, pour ce qui est de l'acte fondateur, ça demande 0 €. Ça demande de la volonté. D'accord. Ça demande de l'envie. Une fois qu'on a ça, c'est-à-dire qu'au niveau de la direction générale, en tout cas de la gouvernance, une fois que la décision est prise de s'engager pour tel ou tel motif, les choses vont s'enclencher. Alors oui, réaliser un audit, ça va coûter de l'argent, ou ça peut coûter de l'argent. Réaliser une cartographie des risques, ça peut coûter un petit peu d'argent, mais derrière, c'est pour récupérer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si on fidélise les salariés, moins de turnover, moins de burn-out, j'espère qu'il n'y en aura pas, moins d'arrêt de travail pour conditions de travail pénibles, etc., on sait très bien que tout ça, ça coûte de l'argent pour l'entreprise. Donc si on peut éviter tout cela, voilà. Le recrutement facilité, donc moins de turnover, un recrutement facilité, donc ça veut dire moins d'argent mis dans le recrutement. Ça veut dire en R&D, une R&D facilitée. Donc, on n'est pas obligé de l'externaliser. En interne, il peut y avoir des petits groupes de travail qui vont réfléchir à l'avenir de l'entreprise. Je redonne encore l'exemple de l'étude de France Stratégie qui dit qu'on peut gagner jusqu'à 13% de valeur par an. Parce que les salariés sont considérés. Parce que les salariés sont impliqués dans la gouvernance de l'entreprise. Absolument. Donc, ce que je comprends en t'écoutant, c'est en fait... ça peut sembler être un investissement de base, mais qui est en fait un investissement qui sera rentabilisé très rapidement en termes de... oui, parce que forcément, perdre des salariés parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils s'en vont, parce qu'ils démissionnent, qu'il faut remplacer, le recrutement coûte très cher, la formation coûte cher, etc. Et la fidélisation du collaborateur. Et je crois qu'il y avait il y a une vingtaine d'années déjà, aux États-Unis, il y avait des indicateurs là-dessus sur la fidélisation et le niveau de formation des collaborateurs dans la valorisation des entreprises. Je ne suis pas un expert de valorisation, mais il me semble que déjà...
on avait déjà ça dans les organisations, et donc ça confirme un petit peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Tout à fait. Et je comprends exactement ce que tu veux dire. Et effectivement, une entreprise qui investirait ou qui irait dans cette démarche de développement durable, de qualité environnementale, de qualité du climat au travail, effectivement, pourrait, là, je suis certain de ce que tu nous dis, et moi, j'ai pu le mesurer. C'est effectivement des salariés qui vont bien, qui vont mieux, qui s'impliquent davantage, et donc automatiquement, effectivement, on a des gains de productivité. On a pu le mesurer avec d'autres outils que je ne citerai pas, mais tout ça, c'est lié, en fait. Ce sont des clients également. Oui, absolument. Des clients nouveaux. Parce que l'innovation est au cœur de la RSE, bien entendu. Des clients qui aujourd'hui sont, pas tous, mais de plus en plus, en recherche d'une entreprise qui a du sens et qui réfléchit à l'ensemble de sa chaîne de valeur. Ça, c'est aussi un sujet que j'aime à évoquer. C'est vraiment la question de la chaîne de valeur. C'est sûr que si on vend les carottes qu'on a plantées à Velaine-en-Haye, aux gens de Velaine-en-Haye, la chaîne de valeur, elle est courte. Ouais. Si je vends des t-shirts... On revient aux t-shirts. Les t-shirts ou les stylos, les goodies. Voilà, les objets publicitaires des entreprises. La chaîne de valeur, là, elle peut prendre... Alors, son origine, la personne qui passe commande peut être sur le territoire français, si on est... voilà. Mais la fabrication, elle peut être au bout du monde. Qui fabrique cela ? Voilà. Donc, les grandes entreprises ont souvent la possibilité de se rendre dans les champs de coton, dans les usines textiles et technologiques, etc., pour voir les conditions de travail. Pour les plus petites, c'est plus compliqué. Donc là, il faut travailler en confiance avec ses fournisseurs. Ne pas hésiter à leur demander des cahiers des charges précis que eux ont signé et ont exigé de leurs fournisseurs pour ne pas tomber dans l'histoire du Rana Plaza, qui a été pas le seul exemple en 2013 où plus d'1 millier d'ouvriers sont morts dans ce bâtiment qui s'est effondré. Il y en a eu d'autres des bâtiments, simplement celui-là est devenu vraiment emblématique de cette fast fashion criminelle. Et c'est le juriste qui revient à la charge. Oui, parce que grâce aux députés dont je parlais tout à l'heure, on a une loi en France qui demande aux entreprises de travailler leur devoir de vigilance et qui crée une vraie responsabilité pour les entreprises qui auraient passé commande au bout du monde. Le lien de causalité peut être trouvé, alors que précédemment, ce n'était pas le cas. Et ce devoir de vigilance, il est en route là, pour s'installer au niveau européen, même si on a des lobbies puissants qui retardent, on va dire, cette exigence de vigilance. Bon, on pourrait parler des heures sur le sujet, c'est passionnant. On arrive bientôt au terme de l'émission, mais quels sont tes projets ? Alors, au-delà d'embaucher, tu dis, oui, créer de l'emploi, de la richesse, créer de la valeur ajoutée, ça c'est merveilleux, et ça, bien sûr, ça donne du sens encore plus, bien sûr, à nos activités. Tes projets dans les médias, j'ai compris des conférences. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que tu as... je mettrai les liens de tes différentes pages, naturellement, dans le descriptif de l'épisode, mais pour ceux qui aimeraient en savoir plus. Moi, ce que je souhaiterais, alors c'est des projets pour moi, oui, mais des projets de création d'un collectif, en fait. Je souhaiterais que sur ce territoire qui est le nôtre aujourd'hui, donc celui de la ville, la métropole, du département, de la région, je ne sais pas jusqu'où m'arrêter, je voudrais qu'existe vraiment, je souhaiterais et je participe à cela, j'essaie en tout cas pour l'instant, petite que je suis avec Arborescence, à créer un écosystème, c'est-à-dire des acteurs qui se mettraient d'accord sur une direction à prendre. La direction est toute simple, c'est être meilleur. Tout simplement, être meilleur, le fameux mieux mais moins. Tous ensemble dans la même direction, sans que il y ait des guerres de territoire, des guerres d'ego. Parce que ces questions-là, elles sont collectives. Elles ne sont pas... elles ne sont pas liées à un individu. C'est un ensemble d'individus qui doit œuvrer pour un autre ensemble d'individus. Alors après, à l'échelle du territoire qu'on aura déterminé. Voilà, c'est ça que je veux. Je veux faire partie de ce dispositif, mais très activement.
Donc, je prends des contacts. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui m'entendent au niveau, je viens de le dire, de la ville, de la métropole, du département, de la région, je souhaite faire partie de ce groupe de gens qui saura donner en gagnant sa vie, bien entendu, mais qui saura donner pour que notre territoire soit plus humaniste, plus humain, en lien avec la planète. Quand je dis la planète, c'est-à-dire les enfants, les gens qui travaillent à l'autre bout du monde. Bien entendu, on n'est pas en vase clos. Je reviens encore sur un point, je voulais conclure, mais encore un petit point rapide. Tout à l'heure, tu nous as parlé de bibliothérapie. Je t'ai posé la question sur la bibliothérapie et tu évoquais ta maladie. Comment tu as géré cette tempête, en fait Comment ça s'est passé pour toi, cette crise? Au-delà de la thérapie, c'est pas ça, mais tu as dit, je me suis mis à lire, etc. Tu as changé ta nutrition. Quel conseil tu pourrais donner finalement à des personnes qui traverseraient des tempêtes de vie similaires? Ça dépend si tant est qu'on puisse en donner. C'est ça dépend de ce que l'on veut. Après ça, est-ce que c'est Moi, ça a été une sorte d'avertissement, en fait. Alors ça m'a pas guéri de mon ambition, etc. Enfin, mon ambition, je l'appelle saine, c'est-à-dire que je veux réussir ce que j'entreprends, mais pas au détriment des autres, clairement. Je dis ça parce que quelquefois, quand on dit ambition, c'est mal vu. Bon. Donc moi je ne voulais pas que ça recommence. Je dirais c'est aussi bête que cela. Alors je confie autre chose. Ma mère est décédée de multiples cancers et je pense que je me suis dit non, c'est pas possible. Moi j'ai souffert de sa disparition. Il n'était pas question que mes enfants souffrent de ma disparition. Je crois que ça a été quand même le déclencheur. Et puis je me suis dit j'ai découvert en fait toutes ces belles pensées, parce que c'est là que je me suis vraiment mise à lire toutes ces questions-là. J'ai découvert je vais pas dire le bien autour de moi, c'est pas ça, parce que je pense pas avoir été quelqu'un de méchante, mais j'ai découvert qu'en étant bien avec soi, on était mieux avec les autres, et qu'en étant mieux avec les autres, les gens vous le rendaient bien. Donc en fait, on vit dans un univers plus pacifié, plus vertueux. Donc finalement, c'est tout bénef. Quand on se lève le matin, on n'a pas envie d'être en guerre avec la personne qui est en face de nous. On essaie de convaincre et puis à un moment donné, quand c'est plus possible et que ça nous fait du mal, moi je me retire quand c'est comme ça. Pour vivre en paix. Et j'ai pour habitude de penser, et je crois que ça va être la première fois que je le dis publiquement, je pense que tous ces ingrédients qui émanent de cette RSE, qui émanent de ces entreprises à impact, qui émanent de tous ces enjeux sociaux, sociétaux, économiques et écologiques, mis bout à bout et développés dans le temps, apportent le respect et la paix. D'accord, respect et la paix. Le respect et la paix. Et merci Laurent de m'avoir permis de le dire. C'est top, merci beaucoup, merci pour nous. La question du livre maintenant vient naturellement. Quel livre nous recommanderais-tu de lire, toi qui as pratiqué la bibliothérapie? Alors, donne-moi le livre si y en a un. Alors, j'ai hésité entre deux en venant ici, puisque j'y ai réfléchi. Il y a Les guérisons du monde de Frédéric Lenoir, qui me plaît beaucoup. Alors après, je pense que pour les chefs d'entreprise, je ne dis pas que le premier ne produira pas son effet, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais le suivant qui s'appelle Impact d'Olivier Norek, il est très bon pour la prise de conscience parce que je vous invite à le lire. Il se lit, c'est un roman, mais derrière ça, on voit bien le message d'Olivier Norek qui consiste à dire que si on ne fait pas quelque chose pour la protection de l'environnement, il va y avoir des extrémistes de l'environnement. Oui, bien sûr. On en a déjà vu quelques-uns. Voilà, c'est ça. Bien et sûr. lui, c'est ce qu'il montre, c'est ce qu'il fait dans son livre, et c'est absolument terrible, parce qu'il a perdu sa petite fille, etc. Voilà. Donc, je conseillerais ces deux ouvrages qui sont d'un style, vous l'entendez bien, complètement différent. Et est-ce que tu as un ouvrage, là, pour le coup, j'aurais pu te demander un petit peu à l'avance, hein, je te prends un peu comme ça au dépourvu. Est-ce que tu as un ouvrage pour le chef d'entreprise TPE, PME, PMI, qui souhaiterait s'intéresser à la RSE, qui ne connaît pas grand-chose, qui aimerait le découvrir en fait un peu plus
Oui, alors je ne vais pas avoir le titre exact parce qu'en fait il en existe tellement sur la RSE. Je ne vais pas avoir le titre exact, mais l'AFNOR. Oui. Là, on connaît mon goût pour l'AFNOR, mais bon, j'ai beaucoup travaillé avec eux. L'Agence française de normalisation a sorti énormément d'ouvrages tout à fait didactiques sur des exemples d'entreprises qui ont mené des actions RSE, pas forcément sur l'ensemble des pôles, mais quelquefois ou sur le social ou sur l'environnemental ou les deux, et qui ont de très très belles réussites. D'accord, voilà. Très bien. Donc on peut on va les trouver dans la bibliothèque de l'AFNOR. Oui, oui. Très bien. Dernière question, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro ? Alors, est-ce que cette personne, on doit être sûr, nous-mêmes, qui te le recommandons, qu'elle puisse venir ? Non. Ça peut être encore une utopie. Oui, j'en ai eu. Mélanie Lédier m'a dit invite Christophe André. Et Christophe André, aujourd'hui, comment dirais-je, se consacre essentiellement à la recherche et ne refuse. J'ai pas eu l'occasion de l'avoir, mais en tous les cas, diminue un maximum les sollicitations. Voilà. D'accord. Alors écoute, je crois qu'il y a quelqu'un qui est disponible en ce moment qui s'appelle Emmanuel Faber. C'est l'ex-PDG de chez Danone, dans son ouvrage Les chemins de traverse, il explique bien pourquoi, d'où il vient, avec son frère, dont il parle aisément, lors du discours notamment de la remise des diplômes aux HEC en 2016, je crois. Il explique son parcours, il est très spirituel. On le sait, il a géré Danone, il a fait de Danone une entreprise à mission et puis finalement les actionnaires l'ont remercié. Et aujourd'hui, il continue, c'est un vrai activiste. Et il est peut-être un petit peu plus disponible qu'à une époque. Moi, j'ai eu la chance de le voir à Paris, aux universités d'été de l'économie de demain. Il parle de compétitivité, si elle n'est pas sociale, elle ne sera pas, j'adore. Il parle de justice écologique, si elle n'est pas sociale, elle ne sera pas, j'adore. Alors, si c'est pas Emmanuel Faber, je pense à quelqu'un qui, à mon avis, c'est une jeune femme qui mérite d'être mise sur le devant de la scène. J'ai récemment découvert le mouvement Impact France. Mouvement Impact France, qu'on trouve facilement sur Internet. Il y a 2 cofondateurs. Elle, c'est la cofondatrice. Elle s'appelle Eva Sadoun. Et elle a créé une entreprise, une start-up, qui nous permet, je crois que c'est Rift, je l'ai sur mon téléphone, qui nous permet de savoir si nos produits d'épargne sont responsables. Et elle écrit des plaidoyers, parce que le mouvement Impact France écrit des plaidoyers, et là, en vue des présidentielles, il y a des tas de textes qui vont sortir, des tas de propositions qui sont faites là-dessus. Donc, Eva Sadoun, que j'ai déjà entendue sur une radio, peu importe, elle parle des choses simplement, elle nous les fait bien comprendre, mais elle est extrêmement déterminée. Voilà. Eva Sadoun, l'invitation est lancée. Merci beaucoup Christine pour ce bon moment passé ensemble. Tu as le mot de la fin maintenant. Eh bien, Laurent, il est pour toi le mot de la fin parce que je te remercie énormément pour ta confiance. Je t'ai appelé pour te dire, voilà, j'ai quitté notre belle école, j'ai créé Arborescence, je voulais te le dire et tu m'as dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je t'ai dit, est-ce que tu peux simplement essayer de penser à moi lorsque des entreprises te diront, je veux travailler sur ma RSE, et tu m'as dit, tu sais pas, la première chose que je vais faire, c'est t'inviter pour mes podcasts. Et ça, c'était un très beau cadeau parce que je les écoute et je n'osais pas demander. Donc, merci beaucoup pour ta gentillesse. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir. Merci parce que c'est un sujet passionnant. Effectivement, on pourra en discuter de nombreuses heures, mais je renvoie nos auditeurs aux ouvrages et à tout ce que tu viens de nous dire, notamment Impact France que je ne connais pas, mais que je vais aller découvrir. Et en tous les cas, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Et puis, longue vie à Arborescence. Merci beaucoup, Laurent. Au revoir, Christine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, I feel.